Alors, on va continuer ce matin avec la dernière conférence de nos nouveaux chercheurs. Et la conférence va être donnée par Daniel Houle du ministère Forêt, Faune et Parcs et Ouranos, une personne, comment dire, qui porte plus d'un chapeau et qui va nous parler de changements globaux et de cycle des éléments nutritifs dans les écosystèmes forestiers. Donc, j'inviterai Daniel à monter sur scène pour nous donner sa présentation. Donc, bonjour tout le monde. Je disais que je suis très heureux de faire partie de la nouvelle famille du CEF. C'est une nouvelle opportunité. Et puis, ça fait quelques années quand même que je travaille dans le domaine de la forêt, mais ça fait peut-être 2 ans que je suis chercheur associé au CEF et maintenant membre régulier. Aujourd'hui, je vais vous parler des changements globaux et du cycle des éléments nutritifs. Comme vous le savez, la température mondiale dans l'hémisphère nord, partout sur la planète, mais ça, c'est des données pour la planète au complet, a augmenté d'environ 1 degré dans les 100 dernières années. Donc, ce que vous avez là, en fait, c'est des anomalies de température par rapport à la moyenne de 1901 à 2000. Donc, vers la droite du graphe, évidemment, on a davantage de températures qui sont toujours au-dessus des normales à long terme. Ce qui est intéressant quand on regarde les changements de température, c'est de les mettre un petit peu en contexte par rapport à des périodes un peu plus longues. Donc, vous avez ici en gris des températures reconstituées à l'aide de différents proxys, cernes d'arbres, etc., isotopes dans les glaces au pôle. Et puis, on voit en fait que l'augmentation de température qu'on a eue est quand même importante par rapport à ce qui s'est passé dans le dernier millénaire. Mais si on se projette un petit peu dans le futur, on voit que les augmentations de température sont sans précédent dans le dernier millénaire et aussi sur plusieurs millénaires. Donc, la forêt a évolué en fait à long terme dans un climat qui était celui-ci, mais elle va devoir se confronter à un climat qui est largement différent. Donc, la forêt est déjà peut-être un peu en déséquilibre avec le climat à cause de son inertie, à cause des longs temps de rotation. Et dans le futur, mais ça va être quelque chose de jamais vu. Quand on parle de pollution, on parle pas seulement d'émissions de CO2, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, mais on parle aussi de toutes sortes de polluants, dont l'acide sulfurique, le dioxyde de soufre. J'étais content aujourd'hui de retrouver une vieille diapo poussiéreuse qui parle des pluies acides que j'avais dans les présentations antérieures, parce qu'on n'en parle plus beaucoup, mais on va remettre un petit peu le sujet à l'ordre du jour. Bon, il y a de l'acide sulfurique dans les précipitations, il y a des métaux lourds, il y a des composés organiques, etc. Il y a plein de polluants, l'ozone troposphérique. Donc, le changement climatique ne vient pas seul, il vient avec toutes sortes d'autres changements. Et aussi les oxydes d'azote qui sont émis dans l'atmosphère. Et l'azote, c'est intéressant parce que vous avez ici une carte des dépositions pour le Québec. Donc, il y en a beaucoup plus au sud, évidemment, parce qu'on reçoit des émissions des États-Unis et moins dans le nord. L'azote, c'est un peu ambivalent parce qu'il peut agir à la fois comme un élément acidifiant, mais aussi comme un élément nutritif. Donc, je vais en parler un petit peu plus tard. En tant que chercheur du ministère, en fait, bon, j'ai travaillé ces dernières années sur plein de sujets différents, mais je me disais de quoi je vais parler aujourd'hui. Puis en tant que chercheur du ministère ou d'Ouranos, qui est un peu différent des chercheurs académiques, là, pas mieux, pas meilleur, mais différent, c'est le fait qu'on a accès parfois à des réseaux de monitoring à long terme. Donc, je vais vous parler un petit peu de ça aujourd'hui. Le premier réseau, c'est le réseau TADPA, qui est une série de bassins versants forestiers et de lacs qui est géré par Environnement Canada. Donc, j'ai collaboré avec ces gens-là depuis quelques années. Et puis, au ministère, à la DRF, au ministère des Forêts, Faune et Parcs, on a aussi des réseaux de monitoring à long terme beaucoup plus intensifs, comme les bassins versants du lac Tiras, la Flamme et Claire. Donc, je vais essayer de vous parler un petit peu aujourd'hui de différents résultats issus de ces réseaux de monitoring-là, en donnant quelques exemples. Brièvement, ce qui est intéressant de travailler avec, quand on travaille le long de réseaux comme ça, c'est qu'on a affaire à un paquet de gradients. On n'a pas de variation temporelle nécessairement, mais on a par exemple, dans ce cas-là, un grand gradient de température pas grand, mais en fait de l'ordre de 5 degrés, ce qui est quand même important. On a un gradient de déposition en azote aussi, du simple au double, un gradient de précipitation, un gradient de végétation, où on part presque d'érablières pures à des forêts de conifères dans le nord. On a aussi un gradient minéralogique. Donc, il y a plein de variables qu'on peut étudier simultanément.
Il y a aussi le monitoring à long terme des bassins versants. Donc, je vous donne des exemples ici pour le lac La Flamme. On mesure beaucoup, vous avez une tour météo, les précipitations sèches, humides, la direction des vents, la vitesse des vents, etc. Donc, il y a des stations météo où on mesure la qualité aussi des précipitations. On regarde différentes composantes du cycle des éléments nutritifs. Donc, la pluie en sous-bois, on la mesure été comme hiver. On a aussi des trappes à litière pour regarder ce qui tombe de la canopée vers le sol. Donc, le retour des éléments nutritifs via la matière solide, en fait, pas seulement ce qui est liquide qui vient des précipitations. Des mesures de croissance en temps réel avec des dendromètres, en fait, des variations de diamètre de la tige. Des mesures aussi de solution de sol. On récolte l'eau du sol à différentes profondeurs. Et on a aussi des sondes de température, d'humidité qui mesurent en continu, en temps réel, parfois avec des fréquences de 30 minutes, les variations de température et d'humidité du sol. Donc, on a quand même des systèmes qui sont pas mal instrumentés, qu'on mesure depuis au moins 10-15 ans dans la plupart des cas. Et on mesure aussi, évidemment, le débit et la qualité de l'eau à la sortie de ces bassins versants-là. Donc, on est en mesure de faire des bilans hydrologiques. Alors, on a travaillé sur plusieurs thèmes et sujets, je les mentionne comme ça rapidement, puis ensuite je vais passer à quelques exemples. On a travaillé entre autres à quantifier les réservoirs d'azote et de carbone dans les sols, puis à comprendre c'est quoi les facteurs qui les contrôlent, les facteurs climatiques, édaphiques, la végétation, etc. On a beaucoup travaillé aussi avec les isotopes de masse, entre autres avec l'azote 15. On s'en est servi pour, par exemple, élucider différents mécanismes de prise en charge de l'azote par le pin gris et l'épinette. On a montré qu'il y avait une complémentarité entre ces deux espèces-là qui n'étaient pas vraiment en compétition. Il y a un étudiant, Claudel, qui va faire un peu la même chose pour le peuplier et l'épinette noire, voir s'il y a une certaine complémentarité en utilisant aussi l'abondance naturelle du N15 et aussi des expériences de traçage. On a estimé aussi le turnover du carbone dans les sols à l'aide du carbone 13, travailler aussi sur les sulfates, l'eau, etc. Beaucoup sur l'altération des minéraux parce que l'augmentation de température dans l'air, dans les sols, a un impact sur l'altération des minéraux. Et les minéraux, en fait, qui sont altérés, donnent du calcium, du magnésium, du potassium, etc. Et c'est des éléments nutritifs qui sont essentiels pour la croissance des arbres. Donc, ça peut avoir un impact sur leur croissance. Et on a aussi travaillé sur les isotopes du strontium qui sont un analogue du calcium, si vous voulez, qui servent un petit peu à reconstituer, par exemple, dans les cernes d'arbres, annuellement, on peut voir quels ont été les changements de source dans les éléments nutritifs dans le temps. Pour la suite, en fait, j'ai choisi de vous raconter une petite histoire pour chaque bassin versant. Donc, je vais commencer par vous raconter l'histoire du lac Clair. Je vous disais tantôt qu'on mesure les précipitations depuis plusieurs années. Et les polluants dont je vous ai parlé, c'est l'acide sulfurique, l'acide nitrique, donc les nitrates et les sulfates dans les précipitations. Et si vous avez des données quand même à long terme pour les trois bassins versants, Tiras, La Flamme et le lac Clair, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des baisses très significatives de sulfate et de nitrate dans les précipitations. Et ça donne aussi un gros effet sur la qualité, dans le sens le pH des précipitations est beaucoup moins acide qu'il l'était. Donc, vous avez des hausses de pH qui sont facilement de l'ordre d'une unité ou presque, vous savez que c'est une échelle logarithmique, donc on peut dire que les précipitations sont à peu près 10 fois moins acides qu'elles l'étaient il y a 15-20 ans. Donc, c'est quand même une amélioration sensible. Et puis, le lac Clair, c'est un cas particulier. Je vous parlais tantôt de réseau de monitoring. Il y a aussi un magnifique réseau, le RESEF, qui est utilisé pour faire plein d'études. En fait, c'est mon collègue Roch Ouimet qui est en charge de ce réseau-là. On a regardé la croissance des érables. Vous avez ici la croissance en surface terrière depuis 1960. Et vous avez sur l'autre axe ici l'acidité échangeable. Et ce qu'on a montré, en fait, c'est que la croissance de l'érable à sucre est affectée par l'acidité des sites. Et le lac Clair, complètement à droite, est un cas particulier parce qu'on observe un dépérissement des érables très, très important. C'est un des sites forestiers de feuillus les plus acides, en fait, que je connaisse. Il y a aussi une problématique d'envahissement par le hêtre qui est en cours. Et quand on regarde ce qu'on ramasse dans les trappes à litière, ben, il n'y a pas grand feuille d'érable là-dedans. En fait, on ramasse énormément de feuilles de hêtre et la qualité du trou-fort, la qualité de ce qui retourne au sol via la chute de litière est en train de changer complètement.
Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu quand même des baisses de pH dans les précipitations. Puis, quand on regarde ce qui se passe au niveau de chacun des compartiments, donc vous avez ici, par exemple, les précipitations en rouge, vous avez ensuite le trou fort, vous avez la solution de sol dans l'humus et à différentes profondeurs dans le sol. On voit que par exemple, à 25 cm ou à 50 cm, on a quand même des augmentations de pH de l'ordre de 0,2 à 0,3 unités. Et ça, c'est pas banal parce qu'en termes d'une échelle logarithmique, dans ces ranges de pH-là, ça veut dire que la solution de sol est 2 à 3 fois moins acide qu'elle l'était avant. Donc, c'est le fun des fois quand on fait du monitoring à long terme d'avoir des bonnes nouvelles à annoncer aux gens. Mais il y a toujours un mais. Comme vous savez, on a, on a un nouveau président aux États-Unis qui est très pro-charbon. Et il a récemment signé un décret qui abrogeait des mesures d'Obama sur le climat. Et il a décidé qu'il voulait mettre fin à la guerre contre le charbon. On parle de charbon propre, mais il se peut que le dossier des pluies acides revienne à l'avant-plan dans les années à venir. Tantôt, je vous parlais des dépôts humides d'azote. Est-ce que c'est bon ou mauvais? Ça dépend où, probablement. Dans le sud, c'est peut-être un peu moins bon, mais dans le nord, dans la forêt boréale, peut-être que ça peut avoir un impact positif sur la croissance. Donc, je vais vous raconter un petit peu ce qu'on fait dans la paissière du lac Tiras, au nord de Saint-Félicien. Une expérience typique qu'on fait, c'est qu'on ajoute de l'azote sous forme de nitrate d'ammonium depuis 2001, donc ça fait déjà 15-16 ans. Et on ajoute aussi de l'azote, mais aussi de l'azote marqué au N15. Donc, on est capable un petit peu de suivre son destin à travers les différents compartiments de l'écosystème. On a évidemment des témoins. On a des traitements où on rajoute 3 fois la dose annuelle mesurée au site et des traitements où on rajoute 10 fois la dose annuelle mesurée au site. Ce qui est important de noter, c'est que le N15 qu'on ajoute sur les témoins, on en ajoute aussi sur les témoins, il est marqué à 98%. Donc, il est presque pur, en fait, c'est du N15 pur. Et ce qu'on ajoute représente juste 7% du N total annuel qui tombe sur les parcelles. Donc, on ne change pas le cycle de l'azote comme tel, on fait juste tracer le cycle naturel de l'azote. Et une autre bonne nouvelle, si on peut dire, c'est que quand on regarde les concentrations de nitrate ou de sulfate dans la solution de sol, on n'observe aucune saturation en N après 150 ans de déposition accélérée. Pourquoi 150 ans? Parce qu'on a des traitements à 10 fois la dose et que ça fait 15 ans qu'on en ajoute. Donc, on a ajouté l'équivalent de 150 années de précipitation azotée. Et le système retient absolument tout. Il n'y a à peu près rien qui sort à la base du profil du sol. Donc, ça indique que les forêts boréales ont une capacité exceptionnelle à retenir l'azote qui arrive par voie atmosphérique. Et ça soulève évidemment une question, où va ce N-là? Donc, on fait plein échantillonnage foliaire et aussi des échantillonnages de sol. Là, vous voyez en fait un emporte-pièce juste pour illustrer comment on prend en fait chacune des couches de sol de façon très minutieuse, de façon quantitative aussi, on les pèse. Rendu au sol minéral, on utilise une tarière à vrille pour prendre des échantillons jusqu'à 60 cm de profondeur. En fait, vous avez ici un profil des teneurs en N15 sur le témoin, ça c'est en 2003, puis ça c'est la deuxième mesure en 2008. On est en train d'analyser les dernières données qui ont été prises en 2015. Mais ce que vous voyez, c'est que vous avez des valeurs extrêmement élevées de l'ordre de 4500 pour 1000 de N15 dans la mousse, donc juste dans les premiers centimètres de sol, et ça chute rapidement à 10 pour 1000, donc plusieurs ordres de grandeur dans le sol minéral. Donc ça indique que le N15 qu'on a ajouté reste beaucoup dans les mousses. Et si on multiplie ça par les biomasses des différents compartiments, bon, on arrive à un résultat assez étonnant, c'est que en fait 80% de l'azote qu'on a ajouté est conservé ou capté par les mousses et la couche F du sol. Donc, dans les 3-4 premiers centimètres, la majorité est captée là et ailleurs, il n'y en a presque pas. Mais qu'en est-il des autres traitements? Quand on ajoute 10 fois la dose, 3 fois la dose, comment ça change la répartition? Ce qu'on a trouvé, en fait, c'est que vous avez ici, bon, le bleu, c'est les témoins, low N, high N. Donc, le traitement où on ajoute beaucoup d'azote, c'est le traitement en vert. Et on voit quelque chose d'assez fantastique, c'est que la quantité de N15 qui se rend aux arbres dans les témoins, en fait, est multipliée par 4 dans les traitements à fort teneur, à fort ajout. Et c'est exactement l'inverse dans les mousses.
C'est très intéressant parce qu'en fait, ça montre qu'à mesure qu'on ajoute de l'azote dans un système, la compétition shift en faveur des arbres versus les mousses. À faible dépôt, les mousses gagnent la bataille contre les arbres pour capter l'azote, mais quand on augmente les dépositions, c'est l'inverse qui se produit. Les arbres ont une plus grande proportion de ce qui arrive et les mousses moins. Et ça peut peut-être réconcilier certains résultats conflictuels qui existaient dans la littérature, là. On parle d'un article de Minneni dans Nature en 2008 où il obtenait des hausses de croissance très, très fortes par rapport aux dépositions azotées. Puis la stoichiométrie du carbone versus l'azote marchait pas. Il y avait des stoichiométries beaucoup trop grandes. Mais si on pense que c'est pas juste la quantité d'azote qui tombe qui est importante, mais la façon dont elle va se répartir à travers les différents compartiments, ça change la donne. Et on a observé des hausses de croissance de 21% aussi à ce site-là dans les arbres. Donc, il y a un effet positif probablement pour l'azote dans les écosystèmes boréaux, un effet fertilisant qui reste à documenter davantage. Parler des choses qui vont moins bien, quand on travaille sur des sites comme ça, à long terme, on a plus de chances qu'il arrive des malheurs, entre guillemets. On a eu une rafale, ça c'est le site de Tiras. En fait, vous avez ici la vitesse maximale du vent. Et le 30 août à 20h27, heure normale de l'Est, il y a eu une rafale de 82 km/h mesurée à l'éclaircie, qui était probablement plus forte ailleurs dans la région. Et ça a jeté à terre plusieurs peuplements. En fait, ça a fait des chablis. Et c'est venu détruire une de nos parcelles 11N. Maintenant, on ne peut plus l'utiliser. Donc, il y a souvent des aléas comme ça, mais on peut dire maintenant qu'on étudie l'effet combiné des chablis et des dépositions azotées sur le cycle de l'azote. Pour la fin de mon histoire, je vous ramène au lac La Flamme, en fait. Et encore là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Depuis quelques années, avec Hubert Morin, on avait mis sur pied les forêts chauffantes, où on chauffe les sols et aussi on ajoute des précipitations directement sur la canopée. On ajoute de l'eau, évidemment, mais aussi des traitements nitrate, ammoniac. Donc là, on a une interaction climat azote. Donc, on parle un petit peu plus de changements globaux. Je ne vais pas présenter de résultats de ces expériences-là, mais pour montrer encore les aléas qui peuvent nous frapper. Il y a eu une épidémie d'arpenteuse de la pruche au lac La Flamme, et là où il y a un des sites de forêt chauffante installé, et ça a créé en fait une défoliation très importante dans la canopée. Et on a perdu, il y a des arbres qui sont morts, il y a des arbres qui sont moribonds. Donc, encore là, on essaie de revirer ça de façon positive en étudiant l'effet d'une infestation d'insectes en temps réel sur la croissance, parce qu'il y avait des mesures de division cellulaire, des micro-carottes pour regarder la division des cellules et aussi l'anatomie des cellules qui ont été prises. Mais c'est quand même un peu difficile parce qu'il y a plusieurs variables de front qu'on étudie, puis je pense qu'on étudie plus de variables qui restent d'arbres vivants dans le dispositif. Donc, c'est les aléas de travailler dans des systèmes expérimentaux comme ça ou sur le terrain. Très brièvement, chez Ouranos, en fait, on fait beaucoup aussi de modélisation régionale du climat. Puis en travaillant au sein d'Ouranos et en côtoyant des chercheurs qui travaillent en modélisation, je me suis intéressé de plus en plus à des projections, en fait, à l'intérieur du modèle régional de changement de teneur en eau dans le sol dans le futur. Et puis, je vous donne un exemple ici. Je ne veux pas qu'on passe trop de temps là-dessus, mais on a observé, en fait, des baisses, on projette des baisses de contenu en eau dans le sol qui sont de l'ordre de 20 à 40%. On a fait ça aussi avec des modèles offline. Donc, la sécheresse, c'est un truc qui nous préoccupe beaucoup. Et puis, avec Loïc d'Orangeville, a mis sur pied un dispositif en collaboration avec Louis Duchesne, Benoît Côté, moi-même, il y a quelques années au lac La Flamme. Et en fait, l'idée, c'est de travailler sur la régénération, de capter les précipitations et de redistribuer une certaine quantité de précipitations, de là à créer un gradient de précipitation. Donc, vous avez une vue aérienne ici avec les abris tempo. Vous avez la voiture ici pour vous donner un petit peu une idée de l'échelle. Donc, il y a quelque chose comme 2000 semis de 4 essences qui ont été plantés. On étudie leur croissance depuis 2 ou 3 ans. Et ça, ici, vous avez le dispositif comme tel schématisé. Et encore là, un des aléas parfois du travail de terrain, c'est qu'on s'aperçoit en fait qu'il y avait déjà un gradient naturel. Ici, vous avez les teneurs en eau. Donc, bleu, c'est beaucoup d'eau, jaune, c'est peu d'eau. Et on voit qu'il y avait déjà comme un gradient naturel dans le site où il y avait un petit peu plus d'eau dans la partie
en haut à gauche. Et au milieu de la route, ici, il y a une calvette et ensuite, il y a un petit peu plus d'eau à droite. Donc, il y a un padron naturel de teneur en eau dans le sol qui va un petit peu parfois à l'encontre du sens des traitements. Donc, ça peut être un petit peu embêtant, mais on a appelé une pépine à la riscousse et on a fait des tranchées. Vous voyez ici les tranchées qui ont été faites de façon à dévier l'eau pour pas qu'il y ait de mouvement latéral, pour essayer de rapprocher les traitements expérimentaux de ce qu'ils sont censés être. Et on travaille maintenant plutôt par teneur en eau pour chaque semis quand on regarde, mettons, la croissance. Donc, vous avez un exemple ici pour l'épinette noire. La croissance en 2016, donc la teneur en eau ici versus la croissance relative en hauteur. On observe une relation significative. Donc, c'est un exemple de résultat et on va en avoir de plus en plus là, dans les prochaines années. Je vous ramène à un dernier truc dont je voulais vous parler. En fait, tantôt, je vous disais qu'on a un peu de malchance avec les aléas climatiques qui peuvent affecter nos dispositifs expérimentaux. On fait des expériences d'exclusion de précipitations pour essayer de travailler sur la sécheresse, mais parfois, la sécheresse vient à nous. On n'a pas besoin de courir après, elle vient à nous naturellement. Donc, je vais vous parler d'un article qu'on a publié dans Nature Plants en novembre dernier, où on a pu observer en fait un phénomène relié à une sécheresse intense. Alors ça, c'est la carte d'anomalie de précipitation pour juillet 2012 au lac Laflamme. Donc, tout le sud du Québec a connu une sécheresse extrêmement importante en 2012. Et le lac Laflamme était au cœur, en fait, de l'endroit où c'était le plus sec au Québec en 2012. Les précipitations ici étaient de l'ordre de 30 à 10% de ce qu'il y avait naturellement dans cette zone-là, dans la zone la plus sèche. Et si on regarde les tendances à long terme à la station, vous avez ici l'été, par exemple, donc les précipitations et depuis 1960 à la station de la Forêt-Montmorency. On remarque que dans la dernière décennie ou presque, on a eu des sécheresses très importantes. Autrement dit, des quantités d'eau l'été beaucoup en dessous des normales. 2002, 2010, 2012, 2013, etc. Et quand on regarde juillet 2012, dont je veux vous parler, en fait, on a eu une anomalie de précipitation sans précédent. Il a tombé 20 mm dans tout le mois de juillet, alors qu'il en tombe normalement 150 à peu près. Donc, c'est vraiment une grosse sécheresse très intense. Et qu'est-ce qu'on a observé, en fait, à notre grand étonnement? On s'est aperçu qu'il y avait des pertes d'éléments nutritifs extrêmement importantes au niveau des solutés. La canopée perdait du potassium en grande quantité, du calcium, du magnésium, des concentrations de carbone organique dissous de l'ordre de 500 mg par litre. Ça, c'est comme un café foncé. C'est vraiment impressionnant en termes de quantité. Phosphore, chlore, etc. Donc, il y a eu, quand la pluie, ça c'est après la sécheresse, quand la pluie a recommencé, ça a lessivé ce qu'il y avait dans la canopée. Quand on regarde aussi la chute de litière, en fait, je vous ai montré tantôt des trappes à litière, on regarde ce qui a tombé à l'été 2012, on s'est aperçu qu'il y a eu des chutes de litière extrêmement importantes, donc les arbres ont perdu beaucoup de feuilles pendant la sécheresse et suite à la sécheresse. 2013 était une année aussi avec d'assez bonnes chutes de litière, mais pas autant que 2012. Donc, on a une perte soluble au niveau de la canopée. On a beaucoup de pertes au niveau des aiguilles qui tombent sur le sol. Et qu'est-ce que ça a causé dans la solution de sol? Parce que je vous montrais tantôt qu'on mesure aussi la solution de sol. Vous avez ici les concentrations de potassium. Il y a une erreur dans l'unité. Pendant l'été 2012. Donc, la flèche en noir ici, c'est l'été 2012. Et tous les petits points que vous voyez ici, c'est toutes les autres années mises ensemble l'été à long terme. Donc, vous voyez que ce qu'on a observé en 2012, c'est totalement, comment je dirais, surprenant par rapport à ce qu'on observe à long terme. Et en fait, la concentration de potassium qu'on trouvait dans l'eau du sol a mené à une exportation de potassium très importante sous la zone racinaire. Et en fait, une des plus grandes conclusions à laquelle on est arrivé, en fait, c'est que les pertes de potassium qui ont eu lieu pendant cet épisode-là équivalent à 20 années de perte de potassium en temps normal. Donc, c'est un événement, on ne soupçonnait pas que la sécheresse pouvait avoir un impact aussi important sur le cycle des éléments nutritifs et sur la perte d'éléments nutritifs. Je ne vous montre pas de résultats, mais on mesure aussi la croissance au lac Laflamme avec des dendromètres. Et 2012 a été
effectivement une très, très mauvaise année de croissance. 2011 aussi, parce qu'il y avait eu une sécheresse importante en 2010 qui a eu des impacts sur 2011. 2013 aussi était une mauvaise année de croissance parce qu'il y a eu une sécheresse de 2012 qui a eu des impacts sur 2013. Donc, dans les 10 dernières années, on a eu 3 ou 4 sécheresses importantes et puis on observe des pertes de croissance très importantes aussi qui se répercutent d'une année à l'autre. Donc, il y a un gros impact, non seulement sur le cycle des éléments nutritifs, ça peut jouer un rôle aussi sur la croissance, mais il y a des impacts variés, en fait, des sécheresses. Et si on place ça dans un contexte un peu plus général, on savait déjà qu'il y avait des pertes importantes d'éléments nutritifs, par exemple, quand il y avait des épidémies de tordeuses. On a eu la chance, encore là, je ne sais pas si c'est de la chance ou de la malchance, mais en 1981, déjà, il y avait Robert Boutin du Service canadien des forêts qui avait installé des lisimètres dans le sol. Donc, on a pu avoir des idées de ce que ça avait l'air, les concentrations de potassium, les exportations de nitrates, etc., pendant une épidémie de tordeuses, comparée à une période normale. On sait aussi que la récolte forestière, les incendies de forêt créent aussi des pertes de potassium assez importantes. Donc, aujourd'hui, on ajoute un autre mécanisme potentiel de perte de potassium qui est la sécheresse. Et dans un monde où tout ça, en tout cas les incendies, les épidémies d'insectes et les sécheresses auront tendance à être plus fréquents, mais ça peut poser un problème éventuellement pour la nutrition des arbres. Je vous remercie. Je vais arrêter ici. Merci, Daniel. Je ne peux pas m'empêcher de te poser la question. C'est quoi le mécanisme de perte d'éléments nutritifs par la sécheresse? Pourquoi les feuilles, j'imagine, ces là les feuilles, pourquoi ils se débarrassent des éléments nutritifs? En fait, c'est une bonne question. L'élément nutritif, le potassium, c'est un élément qui est extrêmement mobile dans le système. Il travaille, il y a un cycle très fermé. Il en tombe beaucoup normalement de la canopée aussi sous forme soluble, mais il est rapidement recyclé au niveau de l'humus et il revient dans l'arbre. Donc, il y a un cycle extrêmement fermé. Et pour perdre du potassium, pour faire perdre du potassium à une forêt boréale, il faut vraiment la maganer. Sinon, le potassium revient toujours. Et puis, le potassium, c'est un élément qui est très, très mobile dans les feuilles, dans les cellules aussi. Puis, ce qu'on pense qui est arrivé, c'est que les aiguilles ont perdu leur perméabilité membranaire, leur imperméabilité, pardon, ils sont devenus perméables. Ils ont commencé à perdre des ions comme ça parmi les plus mobiles. On n'observe pas de perte, par exemple, pour l'azote, ce qui est intéressant parce que l'azote est plus imbriqué dans les cellules, dans les composés, dans les acides aminés. Donc, il n'y en a pas qui a été perdu par rapport au potassium. Ça, c'est une grosse différence par rapport aux épidémies d'insectes. Les épidémies d'insectes créent des pertes d'azote extraordinaires parce que les excréments des insectes sont déjà un peu processés. Il y a beaucoup d'ammoniac dedans. Mais une sécheresse crée des pertes de potassium, mais pas d'azote ou d'autres éléments, surtout de potassium. Oui, bonjour Daniel, Karine. Est-ce que vous prenez aussi des mesures de surface foliaire? Est-ce qu'il y a une adaptation? Est-ce que vous voyez des changements? Des aiguilles, en fait. J'ai pas de données là-dessus, mais je sais que dans le cadre, en fait, le site du Lac-la-Ferme fait partie aussi du RESEF. Dans le cadre des activités de monitoring, à tous les 5 ans, il y a un échantillonnage foliaire qui est fait. Puis on mesure, pas la biomasse, mais on prend le poids, par exemple, de 100 aiguilles pour avoir une idée du poids moyen des aiguilles. Il y a peut-être quelque chose, effectivement, à ce sujet-là, mais j'ai pas de données pour en parler, malheureusement. Oui, Daniel, dans la première partie de ton exposé, tu montrais une diminution là, de l'acidité, mais il y avait des pics assez importants. Qu'est-ce qui explique ça? Tu veux dire dans le pH ou dans... Oui, dans le pH. Tu sais, il y avait une tendance à long terme, mais il y avait dans les mesures des valeurs qui étaient très élevées. Oui, il y a quand même une grande variabilité. Il peut y avoir certains événements de précipitation qui sont plus acides que d'autres qui le sont moins. Je pense que ça dépend de la provenance des courants dominants. En général, les vents sont pas mal sud-ouest, nord-est, mais il peut y avoir des différences parfois. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi tel événement est si différent, mais les variations qu'on voit peuvent paraître grandes, mais elles sont moins grandes que dans d'autres régions du monde
Ou par exemple, tu peux avoir des poussières du Sahara qui vont venir affecter à très très grande distance la qualité des précipitations. Tu peux avoir des précipitations de l'ordre avec des pH de 6-7. Il y a quand même des grandes variations qui dépendent des quantités d'azote ou de soufre que tu retrouves ce jour-là dans la précipitation, qui peuvent dépendre du volume de la précipitation aussi, mais je ne pourrais pas t'en dire plus là-dessus. Là. Merci. Merci à toi.